De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes Jean-François Kandji-Koumbe et Alfred Chango. Et notre invité, Monsieur Souka, professeur d'université, vient de nous rejoindre. Monsieur Souka, bienvenue. Bonsoir. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le manque d'éducation ou l'inadéquation des compétences sont les principaux obstacles que rencontrent les jeunes sur le marché du travail sur le continent africain. Le marché du travail est à la quête de compétences dans divers domaines, nouvelles technologies, BTP, ingénierie, pour ne citer que, même s'il est vrai que l'offre commence timidement à s'adapter à la demande depuis quelques années, beaucoup reste à faire pour combler le vide entre une demande de plus en plus exigeante sur le marché de l'emploi et une offre de compétences pas assez variée. Reportage de notre correspondant Franck Noudofina. En Afrique, l'inadéquation formation-emploi est mise en cause dans la problématique du chômage chez les jeunes. Le nombre d'universités publiques et privées a explosé au cours des 10 dernières années, mais cela n'a pour autant pas permis de mettre un terme à l'épineuse question du chômage. Principale cause de cette situation, les différences considérables entre l'offre de formation et les exigences du marché de l'emploi. La jeunesse constitue 40% de la population active du continent. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le taux global de chômage dépasse les 30%. Selon l'Organisation des Nations Unies, le taux de chômage des jeunes de moins de 35 ans est le double des adultes. Des chiffres qui démontrent une fois de plus qu'il est urgent de trouver une solution au problème du chômage sur le continent. Selon beaucoup d'observateurs, l'une des principales causes de cette situation est le système éducatif, encore porteur de beaucoup de défauts. Dans tous les pays africains, nos systèmes éducatifs ont été très longtemps marqués et dominés par les systèmes héritiers de la colonisation. C'est le schéma classique, CP1 jusqu'au CM2, CM2, bac et tout cela. Après 30 ans, les gens se sont rendus compte que ces schémas de scolarisation n'étaient pas adaptés aux pays africains. En Mauritanie, les résultats aux examens du baccalauréat chaque année démontrent très bien l'importance de trouver une solution à l'une des causes principales du chômage, la déperdition scolaire. Dans la commune de Marden El Ervan, à 454 km de l'est de Nouakchott, la capitale mauritanienne, les nombreux problèmes liés au chômage ont amené les jeunes à quitter leur lieu d'habitation afin de se rendre dans les grandes villes. Nous avons ressenti ce problème, nous, dans notre commune, dans le secteur rural, depuis 1978. Et depuis, nous avons fait 20 ans sans avoir un seul bachelier. 20 ans sans avoir un seul bachelier. Donc une déperdition de 100%. C'était idem dans pratiquement toutes les oasis voisines au niveau de la Drar, de la wilaya de la Drar, qui est dans le nord-est de la Mauritanie. Donc une déperdition scolaire rurale très accrue. Le chômage est un phénomène qui sévit partout en Afrique. En République du Congo, l'État a lancé au cours des 5 dernières années de grands travaux d'infrastructure. Le nouveau stade olympique de Kintélé qui doit accueillir les Jeux africains de 2015, les chantiers du processus de municipalisation accéléré et bien d'autres. Mais sur le terrain, difficile de trouver toutes les compétences techniques nécessaires. Beaucoup de postes à pourvoir manquent de candidats, faute de compétences disponibles chez les nationaux. Nous avons quelques problèmes dans ce sens au niveau donc, des qualifications des métiers des bâtiments et des travaux publics parce que nous n'avons pas sur place au niveau du pays des écoles qui forment les ingénieurs dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir au niveau du département pour signer des partenariats avec des grandes écoles pour nous former des personnes dans des qualifications qui manquent au niveau du pays. La croissance économique que le continent a connue au cours des 10 dernières années ne s'est pas suivie d'une amélioration de la situation du chômage. Il se compte encore par millions ces jeunes qui ont été pendant plusieurs années à l'école sans pouvoir aujourd'hui s'offrir un emploi digne de leur formation. Au Bénin, l'État a libéralisé dès le début des années 1990 le secteur de l'enseignement supérieur. Très vite, beaucoup de promoteurs se sont lancés dans la création d'écoles supérieures privées. Le pays en compte aujourd'hui 111. Au Bénin, il y a effectivement 111 établissements privés d'enseignement supérieur qui font tout, BTS, licence, master. Maintenant, l'État reconnaît 30 établissements qui ont respecté les critères conduisant à la co-signature, à la reconnaissance de diplômes. Ce sont 30 établissements privés d'enseignement supérieur qui font licence et master que l'État reconnaît à ce jour. 111 établissements d'enseignement supérieur privés existants et seulement 30 qui sont reconnus.
Beaucoup de difficultés donc à l'horizon s'agissant de la reconnaissance des diplômes nécessaires pour l'obtention d'un emploi digne du nom. Regardez un peu par exemple les diplômes. On valide des diplômes qui sont refusés à la fonction publique. Vous faites une école privée et c'est l'université qui signe votre diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'il y a une sorte de collusion qui a été mise en place pour essayer de gruger les parents. On demande même aux étudiants, pour avoir le diplôme qui est reconnu et qui doit être co-signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de payer de l'argent, donc 25 000 francs CFA par diplôme, ce à quoi les établissements aujourd'hui s'opposent, mais difficilement nous arrivons du moins à faire entendre notre voix auprès du ministre pour comprendre qu'aujourd'hui le pauvre qui n'a pas les moyens, mais qui s'inscrit dans une école parce qu'il veut faire une formation rapide pour être inséré, n'a pas besoin à la fin de sa formation de payer 25 000 francs pour pouvoir avoir son diplôme signé. Pendant longtemps, les centres d'enseignement supérieur africains ont formé des historiens, des géographes, des hommes de lettres ou encore des psychologues, sans pour autant prendre en compte les réalités du marché de l'emploi qui demeure en perpétuel mouvement. Afin de trouver une solution à ce problème, le gouvernement béninois a misé depuis 2006 sur le renforcement de la formation professionnelle. Dès le lycée, les élèves sont orientés vers le secteur d'activité de leur choix. Nous voudrions faire en sorte que ces jeunes aillent à l'auto-emploi. Cela nous éviterait par exemple d'avoir des chômeurs, c'est-à-dire des gens qui attendent d'être employés, c'est-à-dire qui veulent être salariés. Le marché du travail en 2014 était à la recherche de compétences particulières. Nouvelles technologies de l'information et de la communication, bâtiments et travaux publics, ingénierie et bien d'autres. Ces compétences sont bien souvent difficiles à trouver en nombre suffisant dans certains pays sur le continent. Selon l'Organisation internationale du travail, sur 115 millions de chômeurs dans le monde, 38 millions sont en Afrique, soit un taux moyen de 10,3% sur le continent. Un grand défi à relever pour les États africains, dont la croissance économique progressive permet aujourd'hui de rester optimiste quant à la problématique de l'emploi chez les jeunes. Monsieur Souka, vous êtes d'accord, la principale raison de ce chômage, de ce taux de chômage très fort en Afrique, c'est l'inadéquation entre les formations proposées et le marché de l'emploi? Non, je ne pense pas, ce n'est pas mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut l'intelligence au pouvoir. Parce que l'inadéquation, c'est entre les politiques qui entretiennent disons, la malgouvernance et la réalité du terrain. C'est ça l'inadéquation. Parce que gouverner, c'est quand même régler les problèmes des populations, de la collectivité. Et nos politiques ne le font pas. Curieusement, même des pays qui ont les moyens, qui ont de l'argent, le pétrole ou bien d'autres ressources, vous observez ce phénomène. Des enfants qui arrivent à 40 ans. 40 ans, ils n'ont jamais travaillé. L'État devrait non pas être employeur, mais régler les problèmes, mettre en place les règles du jeu pour que tous les citoyens, dès leur jeune âge, sachent ce qu'ils vont faire à l'avenir et puissent y parvenir. C'est extraordinaire. Un continent, vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir. On dit la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir du continent. Mais nos jeunes, ils traversent la Méditerranée dans des conditions difficiles, traversent le désert. Il y a des raisons. Ce n'est pas... Enfin, l'éducation nationale d'enseignement est une des raisons, mais ce n'est pas la principale. Jean-François, vous êtes d'accord avec M. Souka? Il n'y a pas forcément de problème d'inadéquation entre le marché de l'emploi et les formations proposées? Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'éducation est une partie du problème, mais pas le seul. Sur la question du chômage, de toute façon, il faut savoir modestie garder. Tous les économistes se sont cassés la figure, toutes les théories économiques, aucune n'a réussi à obtenir qu'on aille vers le plein emploi. Tous les politiques, y compris dans tous les pays, ont tenté des solutions qui n'ont pas toujours marché. Mais simplement, nous savons que l'éducation fait partie de cela. Mais avant de savoir si on a les compétences nécessaires, encore faut-il qu'il y ait des emplois.
Et ces emplois-là, et c'est d'ailleurs sur ce point que je partage l'avis de M. Soukar, les emplois, ça dépend de l'État. Il ne s'agit pas que l'État offre des emplois, mais c'est l'État qui crée l'environnement favorable pour la création d'emplois, la création d'entreprises, la création de richesses, etc. Et ensuite, quand on arrive sur le terrain de la formation, évidemment, là aussi, il faut de l'intelligence au pouvoir. La formation, ce n'est pas seulement quelque chose d'univoque. La formation, c'est une palette entre la formation initiale et la formation continue, entre la formation de base et la formation professionnalisante, entre différentes formes de formation. Il faut que l'on ait toutes les palettes parce que nous avons besoin aussi de personnes qui sont formées, qui vont très loin. Nous parlons ici sur ce plateau, nous regrettons autour de ce plateau que nous ne maîtrisions pas les technologies, par exemple. Il ne s'agit pas simplement de former des personnes qui vont aller comme plombiers ou comme réparateurs de machines. Il s'agit aussi de former des ingénieurs. Il s'agit aussi... Donc, il faut créer cette palette-là. Et pour créer cette palette-là, il faut avoir une vision claire de l'avenir que l'on veut, de l'avenir économique que l'on veut, des types d'emplois que l'on veut. Alors, Alfred, pas de problème au niveau de l'éducation, un problème politique pour vous également ? Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a vraiment une adéquation. L'Afrique a besoin de scientifiques, d'ingénieurs, même de techniciens. Or, il y a encore beaucoup de jeunes qui se dirigent vers des filières, par exemple, littéraires ou communication ou psychologie. Oui, Amira, les deux problèmes sont connexes, sont articulés. Hein. L'éducation, le système éducatif, c'est le gouvernement, c'est le politique qui décide du type de système à mettre en place, qui décide des contenus, qui décide des filières, qui décide des formations. Si on revenait un tout petit peu en arrière, on verrait que le système colonial avait été spécifique. D'un côté, effectivement, il y avait les formations courtes, qui étaient des formations professionnalisantes, techniques et professionnelles. À Brazzaville, par exemple, à l'époque, il y avait une école technique qui formait des techniciens, justement, qui, au regard du système actuel, seraient des Bac plus 2, de BTS, par exemple. Un peu partout, justement, dans cette Afrique-là, il y avait effectivement ces filières courtes qui permettaient directement l'insertion dans le marché de l'emploi. Il y avait cette adéquation. Aujourd'hui, l'inadéquation vient de ceci qu'effectivement, moi je ne blâme pas les systèmes où il y a les formations générales, parce que c'est nécessaire, on a besoin justement de ces formations générales, mais de l'autre côté, il faut appuyer sur ce qui est aujourd'hui. Au fond, le monde a évolué rapidement. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelles sont les formations qu'on met en amont pour permettre aux jeunes, justement, de se retrouver dans ces secteurs-là, par exemple? Nous plaignons souvent ici de l'agriculture, qui est le parent pauvre des politiques publiques en Afrique. Qu'est-ce qui est fait pour que les jeunes soient formés comme il se faut dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, pour justement être à la fois dans les petites et moyennes entreprises agricoles, par exemple. Là, on a vu en Mauritanie, par exemple, le maire d'une commune dire, mais pendant 20 ans, il n'y a même pas eu de bachelier. Puis il dit, mais au fond, dans les oasis un peu partout, déperdition totale. Parce qu'effectivement, c'est des paysans, ils élèvent des vaches, etc., des moutons. Il faut une formation qui s'adapte justement à cela pour permettre aux jeunes qui y arriveraient. Ensuite... Oui, mais elles sont toujours mal vues, ces formations courtes. Est-ce que justement, M. Soukar, on n'est pas encore trop élitiste ? Le problème, à mon avis, c'est que les politiques mises en place ne regardent pas le terrain. Vous avez un ministre qui se met, ministre de l'Éducation nationale, qui utilise la puissance publique pour régler les problèmes du quotidien. Moi je crois qu'il faut s'élever et constater que des populations peuvent entreprendre. Quand ils peuvent entreprendre, qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils entreprennent? Parce que les problèmes qui nous arrivent, c'est parce que ces jeunes sont oisifs. Il ne faut rien. C'est ça c'est grave.
Et donc, pour les mettre le pied à l'étrier, il faut leur donner un contexte. Et ce contexte-là tient à ce que l'État n'est pas là pour régler spécialement le problème de l'enseignement. On a vu les privés s'en occuper aussi. Hein, et ils s'en occupent même très bien. Mais il faudrait que l'État mette des règles du jeu. Jean-François, vous êtes d'accord que les écoles privées s'occupent très bien de nos jeunes aujourd'hui? Je n'en suis pas persuadé. Oui, on a vu 111 écoles, il n'y en a que 30 qui dispensent des diplômes reconnus par l'État. Et alors, parfois, elles ne sont même pas reconnues par la profession. Donc, on forme des jeunes, ils payent, et ensuite, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi avec un diplôme qui vaut rien. Précisément, les écoles privées... je n'ai rien contre les écoles privées ou les établissements privés, mais moi, je constate d'abord que c'est le reflux de l'engagement de l'État, c'est la démission de l'État sur la formation de ce qui constitue la ressource première du développement de nos pays pour demain. Et l'État laisse faire, et on laisse faire le secteur privé avec tous les risques que cela comporte, notamment de discrimination sociale par l'argent, parce que le coût de cette éducation-là n'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, il y a des problèmes de corruption. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'écoles privées que c'est là qu'on trouve les meilleures formations. Vous avez des personnes qui payent avec une idée dans la tête. Nous avons signé un contrat, je vous ai donné de l'argent, je dois avoir le diplôme. Et de surcroît, en règle générale, ce sont les fils des nantis. Oui, ils croient un peu qu'ils vont payer leur diplôme. Voilà, et ce sont les fils des nantis. N'allez pas les perturber, n'allez pas les troubler, parce qu'après, il y a papa et maman derrière qui vont venir. Donc, il y a tous ces phénomènes-là qui font que, ce que je regrette fondamentalement, c'est que les politiques publiques n'aient pas cette considération élémentaire que pour demain, peu importe l'argent, peu importe les minerais, peu importe tout cela, on peut avoir tout cela si on n'a pas la matière grise et les mains agissant pour y aller, on sera dans de beaux draps parce qu'on sera obligé d'importer de la main-d'œuvre d'ailleurs. Alfred, qu'en pensez-vous justement de ces écoles, de l'émergence de ces écoles privées sur le continent africain? Mais les écoles privées émergent sur les carences des pouvoirs publics. Parce qu'il y a une telle dégradation de la qualité de l'enseignement dans le public, les privés surfent là-dessus. Certains privés offrent des formations de très très grande qualité. D'autres, effectivement, c'est pour se faire de l'argent, ça on le sait. Mais la faillite des États par rapport justement à un enseignement de qualité fait que justement il y a prolifération de ces écoles privées et beaucoup de parents se laissent abuser par la publicité que font beaucoup de ces écoles privées, qui leur font... c'est un peu des miroirs aux alouettes, et qui font que les parents ils y vont, ils payent, mais au bout du compte, quand les élèves terminent sur le marché de l'emploi, ce sont de nouveaux diplômés qui n'auront pas de travail. Qui ne trouvent pas de travail, qui viennent remplir le marché du travail des chômeurs, j'allais dire. Monsieur Souka, vous êtes d'accord, cette émergence des établissements privés, c'est le reflet d'une carence en matière éducative sur le continent? C'est évident, c'est évident. Mais cette carence est suppliée malgré tout. Moi, je le constate. S'il n'y avait pas des écoles privées, je vous assure que ces jeunes existeraient toujours, mais auraient moins d'instruction. Non, moi, je reviens à une idée qui est fixe. L'État doit mettre les règles du jeu. Regardez, pour faire travailler les jeunes, parce que c'est bien, ils ont un savoir, l'enseignement professionnel existe, l'enseignement professionnel, mais débouche sur quoi? Sur rien du tout. Vous avez l'enseignement classique existe, débouche sur quoi? Sur rien du tout. Vous avez en Algérie, il y a plus de médecins que nécessaire. Beaucoup de médecins, ils travaillent maintenant à mi-temps. Et pour quelle raison on ne ferait pas, disons, le travail qui consiste à réguler? Ça, ce n'est pas les privés qui vont le faire. Ça, ce n'est pas les citoyens qui vont le faire. Ce sont les gouvernants. Regardez, le financement le financement d'un emploi, d'un travail à la fin des études, un jeune veut se lancer dans un projet, le financement,
eh bien, il l'aura pas automatiquement, parce qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'argent. Eh bien, il n'y a pas de structure pour régler cela. Regardez les litiges, parce que avoir une entreprise, ça veut dire être en contact avec les autres. On peut avoir des conflits, on a des conflits. Regardez la justice qu'on a. C'est l'État qui doit mettre en place ces règles-là qui permettent aux jeunes d'avoir la latitude de se mettre à leur compte. Parce que, ne voulez pas, les fonctions publiques ne pourront pas absorber la totalité de ces jeunes. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Souka, pour le dossier du jour, puisque c'est l'heure du rappel des titres. En Somalie, le Premier ministre Abdi Wali Sheikh Ahmed démis de ses fonctions. Les députés ont adopté en effet à une large majorité une motion de défiance contre lui, alors qu'il était en conflit ouvert avec le président Hassan Sheikh Mohamoud. Ce dernier a 30 jours pour nommer un nouveau Premier ministre. Au Burkina Faso, le parti ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, demande pardon au peuple burkinabé pour sa responsabilité. Lors de la Révolution, le parti avait soutenu, nous vous le rappelons, le projet révisionnel de l'article 37 de la Constitution. Les responsables du mouvement politique ont tenu ce samedi une conférence de presse pour s'adresser au peuple burkinabé. C'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News.